Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode des news mobiles. L'actualité est assez chargée, alors on va éviter de perdre trop de temps. On démarre tout de suite l'épisode numéro 2 des news mobiles. C'est parti. Allez, on commence cette news en allant faire un petit tour chez Google pour prendre des nouvelles d'Android, ou plus précisément d'Android 14 qui commence à faire un petit peu parler de lui. Chaque année, on sait qu'au mois de mai, Google tient sa grande conférence où il présente du hardware, du périphérique, du matériel, mais aussi il présente une nouvelle version majeure de son système d'exploitation Android. Cette année, ce sera le cas, et peu de temps après, Google a habitude, normalement c'est fin août, début septembre, il a l'habitude de diffuser officiellement donc cette nouvelle version de Android, et cette année donc on aura tous droit à Android 14. On s'attend pas à un énorme chamboulement au niveau ergonomique et design. Il faut dire qu'Android 13 est plutôt pas mal de ce côté-là, très pratique à utiliser, très ergonomique, design c'est propre. Je pense qu'il y aura deux, trois petits ajustements, évidemment, mais on s'attend pas à un énorme chamboulement. Ceux qui ont l'habitude d'Android 13, vous allez retrouver vos petits très facilement avec Android 14. Les autres ajustements, il y aura bien évidemment des correctifs de sécurité, des corrections de bugs s'il y en a, et puis des optimisations de performance. Ça, c'est sûr et certain, pour s'adapter aux tout nouveaux processeurs, les nouvelles batteries, bref, il y aura des ajustements pour ce genre de matériel. Il y aura d'autres nouveautés, je vais en parler très bientôt, mais on va voir déjà quels sont les premiers téléphones qui sont compatibles avec cet Android 14, quels sont les premiers qui vont recevoir cette nouvelle version majeure d'Android. Pour l'instant, bien évidemment, et comme d'habitude, on peut parier que les Google Pixel seront les premiers à recevoir donc la mise à jour Android 14. Et bien évidemment, les séries 5, 6 et 7 seront les tout premiers Pixels à recevoir donc cette mise à jour. Ça, c'est sûr et certain. Ce sont les téléphones les plus récents, c'est absolument normal. Pour les autres, surtout le Pixel 3, 2 et 1, c'est mort. Cette série, enfin ces séries, n'auront pas droit à la mise à jour Android 14. C'est bien normal aussi. Pour Pixel 4, c'est un petit peu plus particulier, parce que par exemple le 4 et le 4 XL auront très certainement droit à la mise à jour Android 14. Par contre, le 4A et le 4A 5G, c'est beaucoup moins sûr. On attend un petit peu que Google déclare quelque chose à ce sujet-là, très certainement d'ailleurs pendant cette conférence du mois de mai, parce que ce sont des versions qui sont sorties il y a un peu plus longtemps, et théoriquement, normalement, elles ne rentrent plus dans le cadre des mises à jour Android. Donc pour l'instant, en tout cas pour les pixels, c'est tout ce qu'on sait. Pour le reste des fabricants de smartphones Android, bien évidemment Samsung qui fait partie des meilleurs élèves et qui fait énormément d'efforts pour proposer les mises à jour rapidement et régulières, que ce soit Android ou que ce soit sécurité. Je pense que Samsung sera le premier ou l'un des premiers autres fabricants à donc dévoiler la mise à jour pour sa gamme Galaxy S Fold et Flip, ça c'est sûr et certain, mais les autres marques comme Xiaomi, Oppo, OnePlus et beaucoup d'autres commencent à faire pas mal d'efforts dessus, surtout surtout ces trois-là, hein, Xiaomi, Oppo et OnePlus. Ils mettent les bouchées doubles pour pouvoir proposer la nouvelle version majeure de Android à chaque fois de plus en plus vite. Donc je pense que ça suivra plutôt rapidement derrière Samsung. Ça, on peut en être sûr. Les nouveautés de Android 14. Alors il y en a quelques-unes quand même qui sont plutôt intéressantes, notamment les passkey qui seront supportés nativement par le logiciel. Donc on pourra dire adieu enfin au mot de passe. Ça, c'est vraiment très très bien au niveau sécurité. C'est vraiment un pas en avant. C'est vraiment très bien. Et, une autre nouveauté, ce sont les gestes de retour en arrière. Vous savez, ce fameux geste où on swipe avec son doigt pour pouvoir retourner en arrière dans une fenêtre, dans une autre application. Souvent, on oublie un petit peu ce qu'on était en train de faire en arrière, ça m'arrive. Mais cette fois-ci, Android 14 va inclure un retour en arrière prédictif.
Alors en fait, ça veut tout simplement dire qu'au moment où on amorcera ce retour en arrière, Android va montrer ce qu'il y a en arrière, avant même d'y être. Ce qui permet d'abandonner cette idée de retour en arrière et de rester là où on est. Ça peut être pratique, à voir comment ça fonctionne. J'ai commencé à voir quelques vidéos dessus, ça a l'air vraiment bien. C'était des versions bêta, donc c'était pas très finalisé. On attend que Google présente officiellement ça. L'idée me paraît bien, à voir comment c'est utilisé, mais en tout cas, ça me paraît vraiment bien. Une autre nouveauté apportée par cet Android 14, c'est un nouveau codec. Enfin, nouveau codec. Le codec existe déjà depuis un petit moment. C'est le codec AV1 qui est supporté par Google. C'est un codec libre de droit, donc qui est possible à tout le monde de l'utiliser, de le manipuler. C'est vraiment bien. Et Google essaye de l'imposer très fortement, et donc il sera nativement dans Android 14. C'est un codec très performant, bien plus que le VP9 ou que le H264. En fait, il permet d'avoir une très bonne compression sans perte. Donc c'est parfait pour les créateurs de contenu. Je pense aux youtubeurs, je pense aux streamers sur Twitch, où vraiment la bande passante est le graal absolu, et avoir un bitrate pas trop élevé, mais avec une bonne qualité d'image, c'est vraiment important. Donc le codec AV1 apporte vraiment une nouveauté par rapport à ça, d'une compression vraiment intéressante, sans perte de qualité. Et on comprend aussi la démarche de Google, parce que YouTube, ça appartient à Google, et si Google peut faire des économies donc de bande passante pour son service YouTube, c'est vraiment très intéressant. C'est pour ça qu'il pousse ce codec avec force, et donc il l'installe nativement avec Android 14. Ça, c'est vraiment une bonne idée. On sait aussi que Google travaille depuis un moment, vraiment longtemps, sur les appels de secours par satellite. Apparemment, ils ont vraiment beaucoup bossé dessus ces derniers temps. C'est une option qui est apparue sur l'iPhone 14, mais Google travaille déjà depuis très longtemps dessus. Ils l'ont pas implémenté dans Android 13. Ça va arriver dans Android 14. D'après ce que je sais, apparemment, ça fonctionne vraiment très bien et très pratique. D'après ce que je sais, c'est même encore meilleur que chez Apple avec les iPhones. On verra, ce ne sont que des rumeurs, mais d'après ce que j'ai vu, c'est vraiment très très bien. Ça peut être intéressant pour des personnes qui sont en déplacement loin et qui ont besoin d'un appel d'urgence, mais qui n'ont pas d'antenne cellulaire, de réseau. En passant par satellite, ils peuvent avoir des réponses à des problèmes un peu sérieux. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Les appels d'urgence par satellite arrivent. Une autre mise à jour concerne la santé, avec Santé Connect qui débarque nativement aussi, cette fois, sur Android 14. Santé Connect qui est quelque chose qui est mis en œuvre entre Google et Samsung depuis un petit moment. Cette fois-ci, il arrivera nativement sur Android 14, et il prend des données centralisées de, par exemple, Google Fit, de Samsung Health ou de Fitbit. Ça peut être vraiment intéressant, par exemple, pour toutes les personnes qui font du sport, par exemple, d'avoir tout ça vraiment nativement dans Android. Android utilisera aussi, notre nouveauté, une compatibilité avec le système de fichiers NTFS. Pour ceux qui ont des ordinateurs, notamment sous Windows, ça va leur parler, parce que c'est quelque chose qui manque un petit peu à Android, c'est un peu dommage. Alors avec Android 13, Google avait introduit le support des fichiers exFAT, l'exFAT qui permet notamment d'utiliser des fichiers à la taille supérieure de 4 Go, c'est vraiment bien, mais avec Android 14, Google va aller encore plus loin en autorisant le système NTFS. C'est le système le plus utilisé actuellement sous Windows, par exemple, par tous les disques durs, donc avec des gestions de disques durs et de capacité de mémoire beaucoup plus importantes. Par exemple, ça sera beaucoup plus facile, simple, parce que ça sera implémenté nativement dans Android 14, l'utilisation d'une clé USB, d'un disque dur sur n'importe quel appareil Android qui tournera bien évidemment sous Android 14. Ça aussi, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. On aura aussi une meilleure protection contre les applications obsolètes, les applications qui sont bien trop vieilles, et il y aura tout simplement une modification d'Android qui empêchera tout simplement l'installation des applications beaucoup trop vieilles, qui souvent c'est un moyen détourné des hackers pour rentrer dans un système d'exploitation, d'utiliser une application obsolète qui n'a pas
les dernières mises à jour de sécurité. Cette fois-ci, c'est fini avec Android 14 qui empêchera purement et simplement l'installation de toutes ces applications beaucoup trop vieilles et potentiellement, entre guillemets, dangereuses. Ça, c'est pour toutes les nouveautés de Android dont je suis au courant. Je pense qu'il y en aura d'autres. Les news vont évoluer petit à petit. Le mois de mai approchant. Donc, c'est sûr et certain qu'on aura des news un peu plus sérieuses bientôt. Je suis assez curieux du retour en arrière prédictif. Dès que j'ai quelque chose d'un peu plus sérieux à ce sujet, pourquoi pas des vidéos, je ferai une news dessus pour vous présenter ça. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Allez, on continue avec une news de chez Google. On reste chez Google parce que le régulateur des télécoms américains a approuvé la sortie d'un éventuel nouvel appareil de chez Google. Alors, avec la conférence de Google qui approche à un grand pas, pour être plus précis, c'est le 10 et 11 mai prochain, on imagine très bien Google officialiser l'existence du Pixel 7a. Les rumeurs persistantes tournent autour de ce smartphone. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Au niveau du design, en tout cas, je sais qu'il aura un écran 90 Hz, je sais qu'il aura 8 Go de RAM. Évidemment, comme tous les smartphones, il aura une prise USB-C, mais c'est tout. On n'en sait pas beaucoup plus sur ce smartphone. On attend que Google officialise l'existence de ce téléphone, mais bien évidemment, il faudra attendre, je pense, très certainement la conférence pour avoir ça, même si dans les jours, semaines qui arrivent, on aura de plus en plus de fuites, très probablement même des photos plus ou moins officielles qui vont apparaître, ça c'est sûr et certain. Mais il y a une autre rumeur en fait concernant cet éventuel nouvel appareil qui a été approuvé par le régulateur américain. On sait que depuis un petit moment déjà, Google travaille d'arrache-pied sur un Pixel pliable, un Pixel Fold. Pour l'instant, c'est le nom qui ressort le plus souvent. On n'en sait rien du tout à propos de ce smartphone pliable. Pour l'instant, on ne sait rien. On imagine très bien que Google va proposer quelque chose d'entre guillemets différent par rapport à la concurrence. On sait que Google tire beaucoup les prix vers le bas avec des matériaux peut-être un peu moins qualitatifs, façon de parler, hein, avec un processeur maison. Alors pour le Pixel 7a, ce sera très certainement le Tensor G2, le même qui équipe le Pixel 7 et 7 Pro. Pour le Fold, on ne sait pas. J'imagine très bien un Tensor G3. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. On ne sait rien du tout de ce Pixel Fold. J'espère avoir des news très bientôt sur ce smartphone parce que c'est vraiment très intéressant un petit peu l'approche que Google aura sur le pliable par rapport à ses concurrents, se démarquer notamment d'un énorme partenaire qu'il a au sein de Android, Samsung, mais qui est quand même un concurrent énorme, mais aussi d'autres fabricants qui ont commencé à sortir des appareils vraiment très qualitatifs. Je pense par exemple à Oppo avec le Find N2, qui est vraiment très intéressant. Dans la précédente news mobile de la chaîne, j'avais parlé aussi que OnePlus commençait à regarder de très près le monde des pliants. D'ailleurs, le président de OnePlus, ou MWC, qui s'est déroulé à Barcelone, a déclaré officiellement que OnePlus était en train de travailler dessus. Donc Google se retrouve en fait au sein même de son écosystème avec des concurrents qui sont déjà vraiment bien en place au niveau du pliant, du pliable. Alors, on va voir comment ils vont essayer de se différencier. Alors, on peut faire confiance avec Google pour proposer quelque chose de attractif au niveau du prix, mais on va voir comment ils vont essayer de modifier un petit peu le système pour pouvoir tirer profit de cette particularité des écrans pliables. Qui ne connaît pas Anker, célèbre fabricant américain de batteries externes, fabricant très sérieux, qui fabrique vraiment du matériel très sérieux, vraiment, des batteries externes qui rendent beaucoup de services aux utilisateurs de smartphones, tablettes ou autres produits nomades, mobiles. Le problème, c'est qu'en ce moment, Anker traverse une période un peu difficile avec une de ses batteries. Cette batterie, c'est la Powerbank 535, c'est celle-ci. Elle s'enflamme littéralement. Cette batterie est dangereuse si vous êtes possesseur de cette batterie. La 535 Powerbank, c'est une batterie de 19 200 mAh. Faites attention, ne l'utilisez plus, mettez-la de côté. Anker a statué dessus, a diffusé des messages et a demandé aux utilisateurs et aux possesseurs de cette batterie de ne plus l'utiliser du tout, de la mettre au rebut, ne pas la jeter dans la nature bien évidemment, se renseigner avec les points de recyclage de batteries qui acceptent les batteries
au lithium avec vos déchetteries, mais il ne faut plus s'en servir, ne plus l'utiliser. Cette batterie est dangereuse. Aux États-Unis, elle a déjà détruit une maison, donc c'est vraiment sérieux. Anker a même mis en ligne un lien pour pouvoir demander le remboursement de cette batterie. Vous y mettez toutes les informations, nom, prénom, adresse, votre pays, d'où vous êtes, votre adresse, les informations concernant la batterie, par exemple la date d'achat, euh, pour demander le remboursement de celle-ci. C'est vraiment sérieux, ça peut être dangereux, donc si vous êtes possesseur de cette batterie, mettez-la de côté, essayez de vous en débarrasser proprement. Je mettrai dans la barre de description ce lien pour pouvoir demander le remboursement de cette batterie, en espérant que tout se passe bien pour les possesseurs en France. Peut-être qu'il y a eu pas mal de ventes, peut-être pas, ça je sais pas. Mais si vous êtes possesseur de cette batterie, méfiez-vous, l'utilisez plus, mettez-la dans un endroit où elle ne puisse pas nuire à vous, à vos proches, à vos biens, et puis essayez de vous en débarrasser dans un point officiel qui est adapté pour ce genre de choses. Allez, on va faire un petit tour chez Apple. Apple qui prépare bien évidemment la sortie des iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, ça c'est sûr et certain, ils travaillent dessus. On n'en sait pas beaucoup, sauf évidemment qu'ils auront une nouvelle version du processeur Bionic. On sait aussi, on commence un petit peu à avoir des rumeurs au sujet des boutons de volume du smartphone. Actuellement, ils ont des boutons de volume normaux, j'ai envie de dire, où il faut appuyer pour plus, appuyer pour moins. Là, pour les iPhone 15, il y aurait une espèce de barre, tout simplement, qui englobe le plus et le moins. Ça ne sera pas deux boutons séparés, mais en plus, ça devrait être des boutons capacitifs, un petit peu à l'image avec ce qu'on a sur nos écrans de smartphone. Ce sont des surfaces qui réagissent à la pression qu'on exerce dessus. Ce qui veut dire que ces boutons de volume ne vont pas bouger physiquement. Il n'y a pas de bouton mécanique vraiment sur le futur iPhone. Ce sera la pression qu'on exercera sur ce bouton au niveau en haut ou en bas de ce bouton, où ça changera le volume plus ou moins. Normalement, le bouton pour mettre en mode silencieux devrait changer lui aussi. À part ça, on ne sait pas grand-chose. On sait aussi que la bordure autour du smartphone risquerait d'être plus petite, plus fine. Euh, Pas de grand-chose, hein, mais on voit par exemple sur cette photo un prototype d'écran, de protection d'écran pour les iPhones. On remarque l'écran qui est un peu devant, on remarque la bordure qui est un peu plus fine que celui qui est en retrait, qui est celui de l'iPhone 14. Et on remarque autre chose aussi, c'est la présence de cette pilule. Et d'après les premières rumeurs, les iPhone 15 seront tous équipés de la pilule. Il n'y aura plus d'encoche, que ce soit sur le 15, le 15 Plus ou le 15 Pro, il n'y aura plus d'encoche. Oh, ils auront tous la pilule. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils auront tous le Dynamic Island. Il ne faut pas oublier qu'on est chez Apple et je vois très bien la compagnie mettre tous avec la pilule, mais le Dynamic Island pour le modèle le plus cher, le plus perfectionné. C'est bien pour tout le monde de se débarrasser de l'encoche, mais ça serait pas mal si tout le monde pourrait profiter de cette pilule pleinement, comme le modèle haut de gamme. Ça reste à voir, ce n'est que mon petit feeling, connaissant un petit peu la marque, son mode de fonctionnement, on verra bien. Mais pour les fans de l'encoche, je ne sais pas s'il en reste beaucoup, mais pour les nostalgiques et les fans, vous inquiétez pas, avec l'iPhone SE, Apple reviendra à l'encoche pour l'écran du SE, donc vous pourrez satisfaire cette nostalgie de l'encoche. Les constructeurs cherchent et trouvent toujours un moyen de se chamailler sur à peu près tout et n'importe quoi. Il y a vraiment des bagarres partout, sur le design des téléphones, sur la taille des écrans, sur la résolution de ces écrans, sur les capacités et les performances brutes ou en photo, sur l'autonomie. On voit maintenant un nouveau terrain, c'est une bagarre au sujet de la rapidité de recharge de ces batteries, bien que Apple et Samsung ont visiblement une autre façon de faire, une autre philosophie. Il n'en reste pas moins qu'il y a une véritable bagarre qui se joue là-dessus sur pas mal de constructeurs. Maintenant, il y a un autre terrain qui est en train de prendre vraiment forme, c'est la taille des écrans externes des téléphones pliants. Alors on avait vu en 2022 Motorola qui avait sorti le Razr 2022 qui avait un écran externe de 2,7 pouces. C'était vraiment pas mal, surtout que cet écran qui avait une taille
respectable, hein, 2,7 pouces, on dirait pas, mais c'est pas mal pour un écran externe, permettait une vraie interaction, d'épauler l'écran interne. C'était vraiment bien fait, le téléphone en lui-même était vraiment bien pensé, bien qu'il était malheureusement plombé par des défauts un peu trop gênants, notamment la partie photo, qui était plus que moyenne, et l'autonomie qui était vraiment pas bonne. C'est dommage, parce que le téléphone en lui-même était bien foutu, était bien pensé, et cet écran externe ajoutait un vrai plus sur ce modèle de Razer 2022. Plus tard, Samsung avait sorti son Flip 4 avec un écran externe qui avait des avantages, mais qui s'est vite révélé problématique. Il ne faisait que 1,9 pouces. Ça paraît pas mal pour un téléphone pliable, mais en fait, on se sentait assez vite à l'étroit avec ce téléphone, avec cet écran externe qui ne permettait pas beaucoup d'interaction au final. Les notifications, c'était un peu compliqué. On pouvait pas faire beaucoup de choses avec cet écran. C'est quand même mieux que rien, mais 1,9 pouces, c'est très vite serré, petit. Tout récemment, Oppo a présenté et sorti un téléphone, par contre lui, vraiment novateur, le N2 Flip, toujours avec un écran externe sur son téléphone. Sauf que là, l'écran fait 3,26 pouces, c'est le plus grand, c'est vraiment bien foutu. Et Oppo a vraiment innové, c'est tout bête, mais ils ont pensé à quelque chose que n'importe qui aurait pu penser avant eux. Au lieu de mettre cet écran en position horizontale et donc être vraiment restreint au niveau de la hauteur, Oppo a décidé de le mettre en position verticale et profiter de tout cet espace que permet cette partie du téléphone replié sur lui-même. Du coup, on se retrouve avec un petit écran en position portrait, beaucoup plus facile pour interagir avec des messages, WhatsApp, SMS, n'importe quoi. Les notifications, c'est beaucoup plus lisible, on peut vraiment l'utiliser, ça devient un écran externe pratique, utilisable, c'est vraiment très intelligent. Et apparemment, il semblerait que cette guerre n'est pas près de terminer, parce que des leaks ont fuité sur un tout nouveau smartphone de chez Razer, de chez Motorola, le Razer 2023, avec quelque chose qui paraît être vraiment intéressant. J'ai l'impression que Motorola va y essayer, en tout cas, de mettre tout le monde d'accord à ce sujet. Le Razer 2023 sera équipé, comme on peut le voir ici, d'un écran externe qui ferait quasiment toute la totalité du côté du téléphone qui se replie. Ça paraît gigantesque sur ces images. Il n'y aurait que les parties des objectifs qui ressortiraient avec, on le voit hein, sur les images. Je ne sais pas vraiment si c'est des photos ou si ce n'est que des images, mais on voit les deux objectifs, on voit le flash. L'écran fait presque vraiment toute la surface. Là, ça devient vraiment très intéressant pour beaucoup de choses, beaucoup d'interactions. On ne sera pas obligé d'ouvrir le smartphone à chaque fois pour regarder des messages. Ça permettra aussi de préserver un petit peu l'écran interne, cette fameuse pliure. Ça, c'est vraiment très intéressant. Euh, Quelque chose de très intéressant, c'est que on voit sur l'image de gauche, avec le téléphone ouvert à l'intérieur, on ne voit pas ni d'encoche, on ne voit pas de poinçon, ni de gouttes d'eau. Alors, est-ce que ça voudrait dire que le téléphone possède une caméra cachée sous l'écran? Certains pensent ça, j'ai vu sur internet. Moi, j'ai une autre idée un peu différente. C'est que avec cette taille d'écran externe qui est relativement importante hein, quand même sur le Razer, je pense que Motorola va peut-être utiliser les capteurs qui sont en gros imposés sur cet écran pour pouvoir l'utiliser en mode selfie, tout simplement. Pourquoi mettre un téléphone, un écran avec un capteur sous cet écran qui n'est pas encore très très au point? Pourquoi mettre un poisson? Pourquoi mettre une encoche qui peut, entre guillemets, défigurer un petit peu cet écran? Alors que ça serait vraiment bien hein, d'avoir un écran pliable, mais qui prend toute la surface sans aucun élément disgracieux qui vient gâcher cette dalle immense, alors qu'on pourrait profiter justement de cet écran externe pour pouvoir tout faire en fait finalement. On veut faire des selfies, on peut le faire à partir de cet écran et utiliser les objectifs externes, objectifs arrière du smartphone, qui sont de toute manière toujours de meilleure qualité que ceux qu'on a en façade, les soi-disant objectifs selfie. Je pense sincèrement, mon petit doigt me dit, je n'ai vu aucune info là-dessus, mais mon petit doigt me dit que Motorola est en train de peut-être de se diriger vers cette solution. Je trouve ça vraiment très intelligent.
Pour l'instant, me demandez même pas. Je connais ni le processeur qui équipe ce smartphone, je ne connais pas la capacité de la batterie, rien du tout. Évidemment, hein, il sera équipé de l'USB-C. On peut très bien imaginer qu'il sera étanche, IP65-68. On peut très bien imaginer qu'il sera compatible recharge sans fil par induction. Mais ce n'est que des suppositions. Je ne sais pas du tout le reste, ni la date de présentation, ni date de sortie, bien que j'ai entendu, mon petit doigt me dit, que Motorola pourrait faire une présentation officielle le 1er juin. Alors, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Pour l'instant, c'est vraiment pas sûr du tout. En tout cas, je vous tiens au courant pour ce smartphone qui paraît vraiment très intéressant. Surtout, cette idée, si vraiment je me trompe pas, d'utiliser les objectifs arrière et l'utilisation de ce grand écran externe pour tout type de photo, normal ou selfie. Ça paraît vraiment intéressant. Restez connectés, vous en saurez plus bientôt, je pense. Bon les amis, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai vraiment aimé partager toutes ces infos avec vous. Si c'est le cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à balancer tous les pouces que vous pouvez. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment très plaisir. Ça permet de référencer au mieux la chaîne auprès de YouTube. Et puis franchement, les abonnements, c'est gratuit. Et en ce moment, hein, tout ce qui est gratuit, il n'y en a pas beaucoup. Donc profitez-en. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines sorties, des prochaines news. Et je vous dis à très bientôt. Profitez bien de votre semaine. Moi, je prépare déjà la prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.